Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures de la clavicule. La présentation a été réalisée par le docteur Bellard, sous la direction du docteur Pincin. Tout d'abord, concernant l'incidence de ces fractures, il s'agit de fractures fréquentes qui touchent 30 à 70 patients sur 100 000 par an. Ces fractures représentent 2 à 5% de l'ensemble des fractures, dont 80% sont représentées par les fractures du tiers moyen. Il s'agit d'une pathologie à prédominance masculine avec environ 2 hommes touchés pour une femme, tout âge confondu. Il s'agit principalement d'une pathologie touchant les sujets jeunes avec un âge moyen inférieur à 35 ans. On retrouve dans ces pathologies une grande population majoritaire qui est représentée par des hommes jeunes. Dans 2 tiers des cas, il s'agit de sujets sportifs dans un contexte de traumatisme indirect avec chute sur le moignon de l'épaule. Et dans le tiers des cas restants, il s'agit d'un traumatisme direct et souvent violent sur la clavicule dans un contexte d'AVP ou d'agression. Il existe également une autre catégorie de population beaucoup moins fréquente qui est représentée par les sujets âgés de plus de 70 ans. Ces fractures sont donc associées majoritairement à un traumatisme à haute cinétique. Les fractures de la clavicule sont séparées en 3 grandes catégories selon la localisation du trait de fracture. Le tiers externe représente environ 20% des fractures. Le tiers interne est la lésion la moins fréquente qui représente moins de 5% des fractures de la clavicule. Et enfin, les fractures du tiers moyen qui représentent jusqu'à 80% de l'ensemble de ces fractures. L'atteinte du tiers moyen représente la lésion la plus fréquente. Il existe 4 principaux facteurs qui expliquent la fréquence de cette lésion. Tout d'abord, il s'agit de la région la plus fine de la clavicule. Deuxièmement, il s'agit de la jonction mécanique située entre les 2 courbures de l'os, ce qui la rend plus fragile. Troisièmement, il s'agit de la seule portion de la clavicule qui ne possède aucune insertion ligamenteuse ou musculaire. Et dernier point, il s'agit de la seule partie de la diaphyse qui ne possède pas de canal médulaire permettant normalement la résistance aux contraintes mécaniques. Concernant l'anatomie, il existe des structures vasculonerveuses qu'il faut absolument prendre en compte, notamment au moment de la chirurgie. Tout d'abord, les nerfs supraclaviculaires, qui sont des nerfs cutanés qui passent verticalement en avant de la clavicule. Ils sont souvent visualisés au moment de la voie d'abord et souvent lésés. Ils peuvent être responsables d'un déficit sensitif localisé. Il faut également être vigilant à la proximité du pédicule sous-clavier. En effet, celui-ci passe à peu près à la jonction entre le tiers moyen et le tiers interne en arrière de la clavicule. Enfin, il faut également prendre en compte le plexus brachial qui passe en arrière de la jonction entre le tiers interne et le tiers moyen. C'est une structure qui est plus rarement lésée, mais qui peut laisser de véritables séquelles. Sur le plan clinique, les fractures de la clavicule se manifestent majoritairement par une douleur d'épaule localisée, souvent intense, en regard de la clavicule, et sont associées à une attitude des traumatisés du membre supérieur. On va également retrouver une déformation clinique évocatrice avec une saillie de la partie distale du fragment interne, une chute du moignon de l'épaule et une diminution de la distance acromio-sternelle. L'atteinte cutanée en regard de la fracture est fréquente avec la possibilité d'avoir des œdèmes, des ecchymoses, voire une tension cutanée pouvant aller jusqu'à la fracture ouverte. Dans ces fractures, on va également retrouver une impotence fonctionnelle totale de l'épaule avec une mobilité conservée en passif de l'articulation gléno-humérale. À propos des différentes lésions associées à ces fractures, les principales lésions retrouvées sont les lésions cutanées qui correspondent à une ouverture de 2 dents en dehors, secondaire à la saillie de l'extrémité distale du fragment interne qui est tracté par le muscle sternocléido-mastoïdien. Ensuite, on va retrouver des lésions neurovasculaires qui peuvent également concerner le plexus brachial par étirement ou traction de celui-ci, ou encore par atteinte du pédicule sous-clavier. On va également retrouver des lésions pleuropulmonaires qui sont majoritairement représentées par le pneumothorax.
Enfin, dans ces fractures, on peut également retrouver des lésions osseuses associées, plus souvent dans un contexte de traumatisme violent, comme par exemple des fractures du col de la scapula ou de certaines côtes. Maintenant, concernant le dépistage et le diagnostic de ces fractures, il repose essentiellement sur la clinique, l'interrogatoire, mais également sur la prise de radiographie. Dans ce type de fracture, on va nécessiter de plusieurs incidences. En premier, le défilé claviculaire de face. Ensuite, on peut également nécessiter d'un défilé claviculaire rayon ascendant qui est réalisé avec un tilt à 15 degrés, permettant de limiter la superposition des courbures de la clavicule. Une radio d'épaule de face, ainsi qu'un faux profil de l'AMI à la recherche de fractures associées. Ces incidences sont souvent complétées d'une radio de thorax pour rechercher d'éventuelles lésions associées. Le scanner peut également parfois être utile, notamment en cas de fracture du tiers interne, en cas de lésions associées vasculo-nerveuses, ou alors en cas d'atteinte du tiers latéral à la recherche de lésions ligamentaires. La première classification utilisée dans les années 1960 est celle de NIR, qui classe les fractures de tiers externe de la clavicule en 3 catégories, en fonction de l'état des ligaments coraco-claviculaires, qui sont responsables du déplacement et de la stabilité de la fracture. Elle permet également de guider la prise en charge thérapeutique. Le type 1 correspond au type le plus fréquent. Il s'agit d'une fracture extra-ligamentaire, sans rupture et sont souvent peu déplacées, accessibles à un traitement orthopédique. Dans le type 2, on retrouve une rupture des ligaments coraco-claviculaires avec un déplacement souvent important. Le fragment médial est attiré vers le haut par le sternocléidomastoïdien et le fragment distal vers le bas et en dedans par le grand pectoral et le poids du membre. Ces fractures sont à risque majeur de pseudarthrose. Il existe également un type particulier qu'on appelle l'atarget, qui correspond à une avulsion de la plaque coracoïdienne où s'insèrent les ligaments. Et le type 3 correspond à une fracture touchant l'articulation acromioclaviculaire. La classification suivante est celle d'Allman, réalisée en 1967, qui classe les fractures en 3 catégories en fonction de la localisation du trait de fracture, sans suggérer de prise en charge ou de pronostic. Le groupe 1 correspond aux fractures du tiers moyen. Le groupe 2 correspond aux fractures du tiers externe. Et enfin, le groupe 3 correspond aux fractures du tiers interne. Ensuite, en 1990, la classification de Craig reprend la classification de NIR pour cette fois décrire en 5 catégories les fractures du tiers externe de la clavicule. Le type 1 correspond à une fracture du tiers externe simple, non déplacée, latérale au ligament coraco-claviculaire. Le type 2 correspond à une fracture du tiers externe qui s'associe à une atteinte des ligaments coraco-claviculaires avec un déplacement qui est souvent important. On retrouve 2 sous-types, le sous-type 2A avec une intégrité du ligament conoïde et le sous-type 2B avec une rupture du ligament conoïde. Le type 3 correspond à une fracture intra-articulaire. Le type 4 est retrouvé dans la population pédiatrique uniquement et correspond à un glissement périosté du fragment proximal à l'épiphyse avec des ligaments intacts. Le type 5 correspond à une fracture comminutive avec une fracture associée d'un fragment inférieur attaché au ligament coraco-claviculaire, ce qui correspond à un fragment de l'atarget. Il existe également une autre classification pour les fractures de la clavicule qui a été réalisée dans les années 2000, assez peu utilisée en pratique et qui prend en compte le trait de fracture. Le type A correspond à un trait de fracture simple, avec le sous-type A1 un trait spiroïde, le sous-type A2 avec un trait de fracture oblique, et le sous-type A3 avec un trait de fracture transverse. On retrouve ensuite le type B qui correspond à un fragment osseux en aile de papillon, le sous-type B1 avec un trait de fracture spiroïde, le sous-type B2 avec un trait de fracture oblique et le sous-type B3 avec une écaille osseuse fragmentée.
On retrouve ensuite le type C qui correspond à une fracture complexe avec le sous-type C1, fracture complexe spiroïde, C2, fracture segmentaire, et un sous-type C3 qui correspond à une fracture complexe irrégulière. Nous allons maintenant aborder le traitement de ces fractures. Nous allons raisonner en fonction de la localisation du trait de fracture. Concernant la prise en charge, on peut résumer par l'algorithme suivant. En cas de fracture du tiers externe, la prise en charge va reposer sur la classification de NIR. Dans le cas d'une fracture classée NIR 1 ou 3, la prise en charge sera fonctionnelle. Dans les fractures classées NIR 2, on s'orientera davantage vers une prise en charge chirurgicale, d'autant plus qu'il s'agit de formes déplacées avec une demande fonctionnelle. En cas d'atteinte du tiers moyen, on va se consacrer à rechercher 4 critères majeurs. Ces 4 critères sont une éventuelle souffrance cutanée pouvant aller jusqu'à la fracture ouverte, suivie par les lésions neurovasculaires, un éventuel raccourcissement ou un déplacement supérieur à 2 cm, et enfin la présence d'une épaule flottante qui correspond à l'association d'une fracture de la clavicule associée à une fracture du col de la scapula et des premières côtes. La présence de l'un ou plusieurs de ces critères nécessite une prise en charge chirurgicale. En revanche, en l'absence de ces critères, la prise en charge s'orientera vers un traitement fonctionnel. Ensuite, devant une fracture du tiers interne, on va rechercher d'éventuelles lésions associées, notamment neurovasculaires ou pleuropulmonaires. La présence de ce critère orienterait vers une prise en charge chirurgicale. En revanche, l'absence de ce critère plutôt vers un traitement fonctionnel. Concernant les traitements, on va tout d'abord évoquer le traitement fonctionnel qui permet la contention du membre, également à visée antalgique, et qui permet une récupération fonctionnelle dans la quasi-totalité des cas. Il existe 2 principales méthodes utilisées. À gauche, l'écharpe contre écharpe, majoritairement utilisée. À droite, les anneaux en 8, qu'on utilise dans les 2 cas sur une durée de 4 à 6 semaines. Des études ont été réalisées et montrent un résultat similaire en termes de résultats fonctionnels, de temps de consolidation, de raccourcissement radiographique, ainsi que de retour au travail ou du taux de calvitieux entre ces 2 méthodes. La seule différence, c'est une meilleure tolérance en faveur de l'écharpe, jugée moins douloureuse la première semaine. Il existe également des reports de cas de thrombose veineuse profonde précoce sous anneau. Ensuite, si on compare le traitement fonctionnel au traitement chirurgical, de nombreuses études ont récemment révélé un certain nombre d'avantages à la chirurgie, notamment un meilleur score DASH, un meilleur délai de consolidation, un taux moins important de pseudarthrose et de calvitieux symptomatiques, ainsi qu'une amélioration fonctionnelle à long terme, ainsi qu'une meilleure esthétique. Les principaux inconvénients de la chirurgie sont dominés par les irritations du matériel et la nécessité souvent d'ablation, sans oublier le sepsis. La prise en charge chirurgicale consiste majoritairement à une ostéosynthèse par plaque, qui peut être posée en compression ou en neutralisation avec 6 vis corticales. Dans ces différents types de plaques, on va retrouver les plaques pour les fractures du tiers moyen. On va également retrouver les ostéosynthèses par plaques préformées pour les fractures du tiers latéral, comme ici en cas de fragment de la target associé. Dans les fractures du tiers latéral, on va retrouver également la plaque crochet, qui présente l'inconvénient d'être inconfortable et nécessite souvent d'être retirée. Elle favorise également l'arthrose acromioclaviculaire, pouvant nécessiter dans un second temps un geste de résection de l'extrémité de la clavicule. Il existe également un autre type possible d'ostéosynthèse qui est réalisé par enclouage centromédulaire, beaucoup moins fait en pratique. Il est notamment indiqué dans les fractures de tiers moyen de la clavicule et nécessite un abord à 45 mm de l'extrémité médiale et à 25 mm de l'extrémité latérale, permettant d'atteindre le corridor intramédulaire. Dans certains cas extrêmes, on peut également poser un fixateur externe en cas de délabrement important des parties molles.
En cas d'atteinte du tiers latéral, il existe également d'autres méthodes un petit peu plus anecdotiques, comme le brochage au banage du foyer, avec ou sans inclusion de l'articulation, ou encore le vissage transacromioclaviculaire. Dans les fractures de la clavicule, on va retrouver 3 grandes complications. La première complication est la pseudarthrose, qui est secondaire à la fois au traitement fonctionnel comme au traitement chirurgical. Il existe des facteurs de risque qui ont été étudiés et démontrés, qui sont le tabac, le sexe féminin, l'âge ou encore le déplacement supérieur à 2 cm. Il s'agit d'une complication majoritairement asymptomatique, pouvant être parfois responsable de douleurs, d'impotence fonctionnelle, de diminution de force ou des signes encore de compression vasculo-nerveuse. Elle va être symptomatique dans environ 8% des cas et dans moins de 6% des cas, elle nécessitera un second geste chirurgical. Il existe une méta-analyse de 2015 qui démontrait qu'il existe environ 1,7% de pseudarthrose après traitement chirurgical versus 14,3% après traitement ortho. La deuxième complication est représentée par les calvicieux qui sont majoritairement secondaires au traitement fonctionnel des fractures déplacées. Ils vont être symptomatiques dans 15 à 20% des cas. Ils sont généralement très bien tolérés. Le principal problème posé par les calvicieux, c'est souvent esthétique, avec également une déformation en raccourcissement. La troisième complication est représentée par l'infection. Il s'agit d'une complication importante du traitement chirurgical qui représente en moyenne 3,5% avec des taux qui varient entre 0,4 et 7,8% dans les articles de la littérature. On retrouve également une prédominance nette d'un germe cutané qu'on appelle Propionii acnes. Enfin, pour conclure, il est important de retenir qu'il existe une principale classification utilisée qui est celle de NIR modifié, qu'il existe 2 grandes lignes de traitement dans la prise en charge des fractures de la clavicule, soit fonctionnelle par immobilisation, notamment par écharpe contre écharpe, soit chirurgicale avec une ostéosynthèse par plaque. Et qu'il existe 3 principales localisations à considérer pour guider la prise en charge, le tiers interne, le tiers moyen et le tiers externe.